600 000 soldats, 90 000 chevaux, 300 canons. Imaginez ça, la grande armée, c'était l'équivalent d'une ville comme Lyon, en marche, prête à déferler sur l'Europe. Une force colossale, une machine de guerre sans précédent. Le problème, en 1803, la France est au bord du gouffre. La Révolution a laissé derrière elle une république criblée de dettes. Les caisses sont vides, la confiance est au plus bas. Et pourtant, c'est à ce moment précis que Napoléon Bonaparte, tout juste premier consul, décide de se refaire une santé, en déclarant la guerre à quasiment toute l'Europe. Ça semble fou, non? Comment un pays en faillite totale parvient-il, en à peine 10 ans, à financer la machine de guerre la plus coûteuse du 19e siècle? La réponse est un système aussi ingénieux qu'impitoyable, une architecture financière qui mêle impôts innovants, raquets organisés des alliés, pillage massif, et même l'implication précoce de la toute jeune Banque de France. Oubliez les manuels d'économie classiques, ce que Napoléon a mis en place, c'est une véritable stratégie de survie et de conquête par l'argent. Accrochez-vous, car on va plonger dans les coulisses caches de l'Empire, là où l'or, le sang et le pouvoir s'entremêlent. Quand Napoléon prend les rênes en 1799, la France est un patient en réanimation financière. La Révolution, avec ses idéaux et ses guerres, a laissé un trésor virtuel, c'est-à-dire un déficit abyssal, 475 millions de francs de revenus, pour plus d'1 milliard de dépenses. C'est simple, les chiffres ne tournent pas rond. Les fameux assignats, cette monnaie papier émise par la Révolution, ont sombré dans l'hyperinflation et la dévalorisation la plus totale. La confiance du public dans la monnaie est nulle et les caisses de l'État sont littéralement, désespérément vides. Imaginez la scène, un pays avec l'ambition de dominer le continent, mais sans un sou vaillant. Le 24 décembre 1799, Bonaparte devient premier consul. Sa première mission est claire, stabiliser les finances. 6 mois plus tard, le 18 janvier 1800, il fonde la Banque de France. Ce n'est pas qu'une simple banque centrale, c'est une astuce géniale. Il offre à ses prophètes économiques, les régents, ses banquiers et hommes d'affaires influents, un privilège de fait sur l'émission de billets. En clair, ils peuvent imprimer de la monnaie, mais sous le contrôle de l'État. Le résultat est immédiat. La France peut à nouveau emprunter. Le crédit revient progressivement. Mais soyons clairs, ce n'est pas encore suffisant pour financer les rêves d'hégémonie napoléonienne. Pour ça, il fallait trouver de l'argent ailleurs. Beaucoup d'argent, et vite. Il va donc falloir dégeler l'argent là où il se trouve, à l'extérieur des frontières. Dès 1800, Napoléon applique une règle d'or, brutale mais efficace, qu'il aurait pu graver sur son épée. La guerre doit nourrir la guerre. Fini les campagnes qui saignent le budget de la nation. Désormais, chaque victoire doit rapporter gros. En Italie, par exemple, la campagne de 1800 n'est pas seulement une série de batailles, c'est aussi une immense opération de razzia. L'armée française y réquisitionne pas moins de 50 millions de francs en espèces sonnantes et trébuchantes, 400 tableaux de maîtres, 200 statues. Le trésor de Saint-Marc à Venise, il est vidé de 16 millions de francs, versés en seulement 3 mois, et ce n'est qu'un début. En Allemagne, après la victoire d'Iéna, la Confédération du Rhin, nouvellement sous influence française, promet 63 millions de subsides. La Prusse, humiliée, est contrainte de payer 311 millions de francs d'indemnité de guerre, une somme colossale pour l'époque. Sur une carte, on voit se dessiner un flux de richesses qui remonte vers Paris comme une artère béante, irriguant l'Empire. Et quand l'or ou l'argent manque, on prend le blé, les chevaux, les toits de zinc, tout ce qui a de la valeur se monnaie. Le vaincu paie toujours. C'est un principe non négociable. Cette politique n'est pas le fruit du hasard. Napoléon met en place une administration militaire dédiée à l'exploitation des territoires conquis
avec des contrôleurs des dépenses de guerre chargés de superviser les réquisitions et les transferts. En 10 campagnes, Napoléon rapatrie ainsi plus de 300 millions de francs sous forme de butin officiel, sans compter le butin personnel de ses maréchaux qui, soyons honnêtes, ne se privaient pas non plus. Le plus beau dans tout ça du point de vue napoléonien, tout cela se fait sans emprunter un centime à la City de Londres. Non seulement il n'aurait pas été le bienvenu, mais surtout, cela aurait été un aveu de faiblesse et une dépendance inacceptable envers son ennemi juré. L'autofinancement, c'était la clé de l'indépendance et de la puissance. Mais piller à l'infini, c'est aussi creuser la haine et l'hostilité. C'est une solution à court terme. Pour pérenniser le flux d'argent et construire un État solide, Napoléon savait qu'il devait moderniser la fiscalité intérieure de la France. C'est là qu'intervient l'impôt, ce vieil ami souvent mal aimé, mais indispensable. Il lance le cadastre, une réforme révolutionnaire pour l'époque. Chaque parcelle de terre est mesurée, évaluée, et chaque propriétaire cotise désormais selon sa vraie surface et sa valeur réelle. Fini les exemptions arbitraires et les privilèges cachés de l'Ancien Régime. Le résultat est spectaculaire. Les recettes fiscales passent de 475 millions en 1800 à 1,3 milliard en 1814. C'est plus du double en 14 ans, une augmentation qui témoigne d'une efficacité administrative redoutable. Mais Napoléon ne s'arrête pas là. Il crée aussi les fameux droits réunis, un ensemble de taxes indirectes sur des produits de consommation courante, le sel, le tabac, l'alcool, mais aussi les licences et les patentes pour les commerçants. Ces taxes sont un puits sans fond. Pour la seule campagne de Russie, en 1812, ces impôts indirects fournissent à eux seuls 200 millions de francs. L'astuce, et c'est là leur génie pervers, c'est qu'elles frappent la consommation de tous les jours. Les gens ne les voient pas directement sur leur fiche de paie ou leur déclaration de revenus, mais ils les subissent à chaque achat. Elles sont insidieuses et donc plus facilement acceptées, ou du moins ouvertement contestées. Ajoutez à cela la loterie impériale, qui permet de lever des fonds en faisant miroiter la fortune, et des emprunts forcés, des mesures de plus en plus désespérées à mesure que les guerres s'éternisent. En 1815, lors des 100 jours, chaque contribuable doit souscrire à un emprunt d'un montant égal à sa taxe foncière et mobilière. Le coût est lourd, la dette publique explose, passant de 123 millions à 639 millions en peu de temps. Napoléon assume cette stratégie avec cette phrase cinglante: « Un État fort doit être riche ou faire peur ». Pour l'instant, la France est les deux. Pour économiser encore et décharger le budget français, l'empereur transforme ses alliés en véritables caisses de transport et de subsistance. C'est une forme de ponction indirecte, mais non moins efficace. Des États comme la Westphalie, la Hollande, Naples ou la Bavière, souvent dirigés par des membres de sa famille ou des princes vassaux, sont contraints d'héberger et de payer les troupes françaises stationnées sur leur sol. Le coût moyen, environ 25 000 francs par régiment et par mois, et cela inclut même la viande pour les soldats. Une somme non négligeable. En 1812, ces contributions d'entretien épargnent à la France environ 60 millions de francs. C'est une économie substantielle, permettant de rediriger ces fonds vers d'autres besoins militaires ou administratifs. Les rois et princes installés par Napoléon, souvent ses frères ou beaux-frères, comme Jérôme en Westphalie ou Murat à Naples, n'ont qu'un choix: taxer leurs propres sujets jusqu'à la corde ou vider leurs propres trésors. Jérôme de Westphalie résume parfaitement l'atmosphère de l'époque avec une formule cynique: « Je règne, je trinque, je paie ». L'ironie est amère, mais la réalité implacable, et quand le tribut n'est pas versé à temps, ou que les caisses locales sont trop lentes à se remplir, les grenadiers français ne se contentent pas de menaces. Ils passent à l'action. On assiste alors à la séquestration des douanes, des postes, des monnaies locales. En clair, l'administration financière locale est mise sous tutelle militaire. Les recettes sont directement prélevées par les Français. C'est un racket impérial, certes, mais une version soft dans sa mise en œuvre administrative, comparée au pillage direct. Une manière de tordre le bras sans forcément le casser, mais l'effet est le même. L'argent remonte vers Paris. Face à ce système napoléonien, l'Angleterre, l'ennemi juré, joue une partition financière totalement différente.
Londres ne s'appuie pas sur le pillage direct des territoires conquis pour financer ses guerres. Au lieu de cela, elle emprunte massivement sur ses marchés financiers, forte d'une confiance et d'une stabilité monétaire inégalée. La Banque d'Angleterre, créée dès 1694, est une institution mature qui garantit la liquidité et la crédibilité des emprunts d'État. Cela permet à la Grande-Bretagne de solder des coalitions anti-françaises sans avoir à placer un seul régiment sur le continent. C'est un avantage stratégique immense. En 1813, par exemple, l'Angleterre verse 55 millions de francs à la 6e coalition sans vendre un seul tableau de musée ni réquisitionner un sac de blé. Elle finance ses alliés qui, eux, se battent sur le terrain. Napoléon, lui, est pris dans un cercle vicieux. Il doit sans cesse étendre l'empire pour nourrir l'empire. C'est un peu comme un hamster qui court dans sa roue. Chaque victoire exige la suivante, car c'est elle qui générera les ressources nécessaires pour la prochaine. Ce système est intrinsèquement fragile. Le tournant, le moment où la machine commence à grincer, c'est l'Espagne en 1808. La guerre d'usure dans la péninsule ibérique devient un gouffre financier, générant des revenus négatifs. L'armée française, au lieu de rapporter, coûte des fortunes. Puis vient la Russie en 1812. Une catastrophe non seulement militaire, mais aussi financière. 100 000 tonnes de ravitaillement perdues, 30 millions de dépenses en un mois, et les caisses de l'armée sont désespérément vides. Le système atteint son seuil critique. Il faut toujours plus de victoires pour payer les victoires passées. C'est la course au mirage, une fuite en avant, où l'économie de guerre finit par dévorer l'empire lui-même. Chaque défaite, même minime, menace l'équilibre précaire de ce financement, basé sur la conquête et l'exploitation. En synthèse, Napoléon a financé ces guerres colossales grâce à 3 leviers principaux, chacun étant une pièce essentielle de son puzzle financier. La manne extérieure, ce sont les butins de guerre, les contributions forcées, les réquisitions massives des territoires conquis. Cette source a fourni près de la moitié des ressources nécessaires à l'effort de guerre impérial, transformant chaque victoire en une rentrée d'argent vitale. La réforme intérieure, la France elle-même a été mise à contribution. Grâce à des innovations comme le cadastre, la centralisation fiscale et la création de la Banque de France, les recettes fiscales ont doublé en 15 ans. Les fameux droits réunis, ces taxes indirectes, ont permis de ponctionner discrètement les budgets des ménages français. Le transfert de coûts à ses alliés et satellites, une ponction déguisée mais non moins réelle, qui a obligé les États sous influence française à héberger, équiper et financer les troupes françaises. Ce fardeau financier a fait hurler l'Europe occupée, mais a soulagé considérablement les finances de Paris. Ce système, bien qu'ingénieux, était aussi son talon d'Achille. Chaque victoire exigeait la suivante, créant une dépendance dangereuse à l'expansion militaire. La moindre défaite faisait sauter la machine. L'or s'évaporait, la confiance aussi. En 1814, lorsque la coalition entre dans Paris, c'est la fin d'une ère. La France doit 650 millions de dettes. Les caisses sont une fois de plus vides, et la grande armée n'est plus qu'un souvenir. Alors, vous avez aimé ce plongeon dans les arcanes des finances napoléoniennes? Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, et surtout, dites-moi en commentaire quelle bataille économique vous ferait plaisir pour le prochain épisode. La dette britannique et sa gestion face à Napoléon, ou peut-être l'inflation américaine pendant la guerre de sécession. À très vite pour une nouvelle dose d'histoire cash.